Bordéliens, bordéliennes, bienvenue dans le podcast qui va régler tous vos problèmes. En tout cas, je vais vous donner mon avis cash, sans filtre et mes meilleurs conseils. Salut mes bordéliens, salut mes bordéliennes. Vous êtes de retour dans Ton Bordel, ma réponse, le podcast où tu balances tes galères, tes doutes, tes petites ou grosses crises existentielles, et moi, je te sers la réponse, version grande sœur cash. Pas de détour, pas de chichi, pas de gants blancs. Juste du vrai, parfois cru, mais toujours avec le cœur. Franchement, je suis trop contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Le premier, vous avez été nombreux à l'écouter, à m'envoyer vos retours, vos messages, et ça me donne la patate. Donc merci, vraiment merci. Aujourd'hui, on va encore plonger dans vos histoires, parce que la vérité, c'est que vos problèmes, ils sont universels. Même si ça paraît personnel, même si c'est ton histoire, en vrai, il y a toujours quelqu'un qui se reconnaît là-dedans. Et c'est ça la force de ce podcast. Tu crois que t'es seul, mais en fait, non. Dans cet épisode, on va parler de trucs qui piquent, des amitiés à sens unique, des ruptures qui font mal, même quand ça fait pas longtemps, de confiance en soi, de famille, bref, la vie réelle, quoi. Donc installe-toi, respire, prends un café, un thé ou même un verre de vin. Moi, je juge pas. Mets-toi bien parce que ça va être encore une bonne, grosse discussion entre nous. Et rappelle-toi, si toi aussi tu veux que je parle de ton problème ici, tu peux m'envoyer un message sur Insta, TikTok, par mail ou via le formulaire Google. Ça peut rester anonyme, no stress. C'est ton bordel et moi, je ramène ma réponse. Allez, on démarre. Bordel 1. Ma meilleure pote s'est faite larguer au bout de 3 mois. Elle ne s'y attendait pas du tout. Elle se voyait déjà mariée, avec des enfants. Elle est au bout du rouleau depuis 1 mois. Je fais tout ce qu'il faut pour lui remonter le moral, mais rien n'y fait. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, donc là, tu me dis que ta pote est vraiment brisée après une rupture et que t'as beau remuer ciel et terre, elle n'arrive pas à reprendre le moral. Déjà, premier truc, respect à toi. Parce que franchement, ça demande vraiment de la patience d'accompagner quelqu'un qui pleure depuis 1 mois. Beaucoup auraient lâché, toi tu tiens, tu cherches même des solutions. Ça, c'est une vraie preuve d'amitié. Maintenant, parlons cash. 3 mois, c'est court, mais c'est pas la durée qui compte, c'est l'intensité. Et ta pote, elle a pas vécu une petite histoire. Dans sa tête, elle s'était déjà projetée. Elle s'était imaginée Madame Machin, avec la maison, les gosses, le chien. Résultat, elle ne pleure pas que la fin de la relation, elle pleure aussi la fin du film qu'elle s'était monté dans sa tête. Et ça, c'est important à comprendre. Parfois, on souffre plus de l'idée qu'on avait de la personne que de la personne elle-même. Alors toi, en tant qu'ami, ton rôle, c'est pas de lui dire mais c'est bon, ça faisait 3 mois, passe à autre chose. Parce que si tu fais ça, elle va vraiment se sentir incomprise. Ton rôle, c'est d'accueillir son chagrin, mais aussi de la ramener petit à petit sur terre. Concrètement, comment tu fais? Première solution, il faut que tu normalises sa peine. Tu peux lui dire, écoute, c'est normal que tu sois mal, même si ça fait 3 mois, tu t'étais projeté, t'as le droit d'être triste. Juste ça l'autorise à souffrir sans culpabilité. Parce que souvent, les gens qui vivent des ruptures courtes, ils se sentent bêtes de souffrir. La deuxième solution, c'est de recadrer la réalité. Une fois que tu as validé son chagrin, tu peux lui rappeler. Ok, tu souffres, mais souviens-toi, c'était pas ton mari. Tu l'as connu 3 mois, pas 10 ans. Tu l'as aimé vite, fort, mais tu le connaissais pas encore vraiment. Ça aide à relativiser sans minimiser. Et là, je vais te poser une question. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on connaît quelqu'un au bout de 3 mois? Soyons honnêtes, non, on ne peut pas. 3 mois, c'est la période où tout le monde est parfait, où personne ne rote, où tout le monde est charmant. Elle est tombée amoureuse d'une version polie du gars, pas forcément de qui il était vraiment. Et ça, il faut qu'elle le sache. Il faut qu'elle le réalise. La troisième solution, ça va être d'occuper son énergie. Parce que là, son cerveau tourne en boucle sur lui. Si elle reste seule dans sa chambre à ressasser, elle va pas s'en sortir.
Toi, tu peux l'embarquer. Pas forcément en mode soirée de fou, si elle veut pas. Mais tu peux lui dire, viens, on va marcher, viens, on teste court, viens, on change d'air. Pas pour l'obliger à oublier, mais pour lui rappeler qu'il existe autre chose que son chagrin. Et oui, je sais, parfois tu lui proposes et elle dit non. Là, tu as deux options. Soit tu respectes son non, soit tu lui dis cash, meuf, tu veux aller mieux, alors faut bouger, le canapé, il va pas te guérir. C'est dur, mais parfois il faut savoir secouer ses potes. La quatrième solution, ce sera de limiter ton rôle. Et ça, c'est important pour toi, parce que là, tu portes beaucoup, et si tu continues à être son psy, son clown, son coach, tu vas finir épuisé. Ton rôle, c'est d'être une amie, pas un centre de soins. Tu peux écouter, tu peux soutenir, mais tu peux pas guérir à sa place. La, la guérison, c'est elle qui doit la faire. Et si, malgré tout ça, elle reste bloquée, propose-lui de parler à quelqu'un d'extérieur. Une psychologue, une conseillère, peu importe. Parce que parfois, l'amitié, ça suffit pas. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire que tu fais mal ton job, ça veut juste dire que tu es humaine. Dans la vie, on confond souvent intensité et profondeur. Ta pote, elle a vécu une intensité, mais pas encore une vraie profondeur. Et c'est ça qu'elle doit comprendre. Elle n'est pas en train de perdre un mari, elle est en train de perdre une projection. Ça fait mal, mais ça passe. Toujours. Et toi, retiens bien ça aussi. Ton rôle, c'est pas de sauver, c'est d'accompagner. Tu tends la main, tu montres le chemin, mais c'est elle qui doit marcher. Si tu portes son sac en plus du tien, vous allez couler toutes les deux. Alors aime-la, soutiens-la, mais garde ton équilibre. Parce qu'une amitié, c'est comme un avion. Si l'oxygène manque, on te dit toujours de mettre ton masque d'abord. Là, c'est pareil. Tu peux pas aider ta pote si tu te tues à la tâche. Alors fais ce que tu peux, mais rappelle-lui, une rupture aussi douloureuse soit-elle, ce n'est pas une fin de vie, c'est un chapitre. Et crois-moi, la meuf qui pleure pour un gars au bout de 3 mois, dans 6 mois, elle rira d'elle-même. Et toi, tu pourras lui rappeler que t'étais là, mais que tu l'as pas laissé s'enfoncer. Et ça, c'est une vraie amie. Bordel 2. Ça fait 2 ans que je suis avec mon copain. Je l'aime, mais il ne montre jamais ses émotions. Moi, j'ai besoin de câlins, de paroles rassurantes, de petits gestes. Mais lui, c'est un mur. Il m'aime, il est là, mais j'ai toujours l'impression d'être seule émotionnellement. Est-ce que je dois continuer à espérer qu'il change ou accepter qu'il sera toujours comme ça? Bon, déjà merci pour ta question parce que je sais que beaucoup de gens qui écoutent vont se reconnaître. Alors toi, t'es dans une relation depuis 2 ans. 2 ans, c'est pas rien. C'est pas juste la petite lune de miel de 3 mois. C'est pas juste les débuts où on se voit une fois par semaine. 2 ans, c'est un vrai bout de chemin. Et là, t'as l'impression d'être seule émotionnellement. Alors, stop. On respire. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que l'amour, ça se vit pas que dans la tête. Ça se vit dans le corps, dans les gestes, dans les mots, dans les attentions. Et toi, t'es clairement en manque. En manque de câlins, en manque de mots, en manque de ce petit truc qui dit je te vois, je suis avec toi, tu comptes pour moi. Maintenant, faut qu'on parle vrai. Ton mec, c'est pas forcément qu'il ne t'aime pas. C'est pas forcément qu'il s'en fout. Mais il est pas comme toi, tu attends d'être aimé. Et là, ça change tout. Parce que vous avez deux langages différents. Toi, t'es team câlin, parole, attention. Lui, peut-être qu'il est team je suis là, je paye le resto, je répare ton ordi, je t'accompagne à un rendez-vous. Mais toi, t'entends pas son langage et lui, il capte pas le tien. Et là, je te pose une vraie question. Est-ce que tu peux construire sur du long terme avec quelqu'un qui ne parle pas ton langage amoureux? Parce que c'est comme vivre dans une maison où l'un parle français et l'autre parle chinois. Vous pouvez vous aimer de ouf, mais si vous comprenez pas, au bout d'un moment, ça use. Et je vais être cash, non,
Tu ne peux pas espérer qu'il change juste parce que tu veux qu'il change. Les gens, ils changent rarement par magie. Par contre, il peut évoluer, il peut apprendre. Si et seulement si lui, il a la volonté d'apprendre ton langage. Un exemple concret, j'ai une copine, elle, son mec, c'est un mur, comme tu dis. Et un jour, elle lui a expliqué calmement, sans crise, sans reproche. Elle lui a dit, moi j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras quand j'ai passé une mauvaise journée. J'ai pas besoin que tu trouves une solution, je voudrais juste un câlin. Et bah le mec, au début, il oubliait. Mais à force, il a pris le pli, parce qu'il avait envie de lui faire du bien. Mais attention, hein, faut pas confondre. Un mec qui apprend petit à petit parce qu'il t'aime, ça c'est beau. Mais un mec qui refuse catégoriquement, qui dit «Oh c'est bon, c'est pas moi, débrouille-toi», ça c'est bloqué, hein. Tu vas t'épuiser à attendre. Donc je vais te donner deux chemins, deux possibilités. La première possibilité, tu ouvres la conversation, mais vraiment. Tu lui dis «Écoute, je sais que tu m'aimes, mais moi je me sens pas nourrie émotionnellement. J'ai besoin de gestes, de mots. Pas parce que je suis chiante, mais parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et là, tu observes. Est-ce qu'il t'écoute? Est-ce qu'il essaie? Même maladroitement, hein, parce que ça, c'est un bon signe. La deuxième possibilité, tu réalises que tu lui demandes pas un château en Espagne, tu demandes pas qu'il devienne poète du jour au lendemain, tu demandes juste une base. Si cette base, il refuse de la donner, bah c'est pas toi le problème. C'est juste que vous n'êtes pas compatibles. Et crois-moi, mieux vaut couper après 2 ans que de te réveiller après 10 ans en te disant j'ai jamais eu ce que je voulais, j'ai toujours manqué d'amour. Et je vais te poser une question dure mais importante. Tu préfères être en couple mais te sentir seul ou être seul mais disponible pour quelqu'un qui parle ton langage? Tu sais, les relations, c'est pas qu'une question de patience. Oui, l'amour, c'est de la tolérance, c'est de l'adaptation, mais ça doit pas devenir une prison. Tu dois pas devenir la meuf qui passe sa vie à réclamer une caresse comme on réclame de l'eau dans le désert. Parce qu'au fond, l'amour, c'est pas censé être une bataille constante. L'amour, ça doit nourrir, ça doit réchauffer, ça doit te donner de la force. Si ça t'assèche, si ça te fait douter de ta valeur, si ça te fait sentir comme une option, c'est pas de l'amour qui construit. Alors voilà mes réponses de grande sœur. Il faut que tu lui parles clairement. Tu lui donnes une chance d'essayer, mais si après ça, tu vois qu'il reste fermé, tu dois être assez courageuse pour te dire que tu mérites mieux que ça. Parce qu'au final, un couple, c'est pas juste deux personnes qui restent ensemble par habitude. C'est deux personnes qui se choisissent chaque jour et qui font l'effort de se rejoindre. Et rappelle-toi, ne demandes pas à la lune, tu demandes juste d'être aimé de la façon dont ton cœur comprend l'amour. Et ça, c'est non négociable. Bordel 3. Depuis que je suis adulte, j'ai l'impression que ma famille ne me respecte pas. À chaque repas, on critique mes choix, on me compare à mes cousins, on me fait culpabiliser dès que je dis non. J'ai envie de prendre mes distances, mais j'ai peur de passer pour l'enfant ingrat. Qu'est-ce que je dois faire? Ouh, gros sujet. Merci d'avoir envoyé ça parce que je sais qu'on est beaucoup, mais vraiment beaucoup, à avoir déjà eu ce genre de ressenti dans nos familles. Alors toi, ce que tu dis, c'est depuis que je suis adulte, ma famille ne me respecte pas. À chaque repas, c'est critique, comparaison, culpabilisation. Et moi, je veux respirer, mais j'ai peur qu'on dise que je suis ingrat. Stop, on décortique. Première chose, tu n'es pas ingrat parce que tu veux être respecté. Faut que ça rentre. Le respect, c'est pas une option, même en famille. Même ta mère, même ton père, même ta tante. Ils n'ont pas un passe-droit pour t'écraser sous prétexte que c'est la famille. Tu sais, dans beaucoup de familles, on a grandi avec l'idée que les parents ont toujours raison ou que c'est normal de supporter les remarques, c'est pour ton bien. Mais la vérité, c'est que parfois, derrière ces phrases, il y a juste du manque de tact, des blessures jamais réglées ou une habitude à comparer. Je te donne un exemple concret.
Imagine, à chaque repas, t'as une tante qui te dit: «Ah mais ton cousin, lui, il a déjà acheté son appart, et toi?» Mais toi, t'es en train de galérer pour payer ton loyer ou t'as choisi un autre chemin. Est-ce que c'est constructif? Non. Est-ce que ça t'aide? Non. C'est juste une pique. Et là, la question, c'est: qu'est-ce que tu fais avec ça? La première option, t'encaisses tout, tu souris, tu gardes pour toi. Et résultat, tu rentres chez toi vidé, énervé et tu perds confiance. Franchement, c'est pas viable sur le long terme. L'option 2, tu poses tes limites. Et poser ses limites, c'est pas crier ou couper les ponts du jour au lendemain. C'est juste dire calmement: écoute, quand tu me compares, ça me fait mal, j'ai pas envie d'entendre ça. Ou même changer de sujet sans justification. Parce que oui, tu as le droit de dire non merci à une conversation. Mais je sais ce que tu penses. Tu te dis que si tu fais ça, ils vont se dire que tu es insolent, ingrat et que tu manques de respect. Là, je t'arrête, parce que le respect, c'est pas à sens unique. Si eux te respectent pas, pourquoi toi, tu devrais tout encaisser au nom de la sacro-sainte famille? Tu veux une vérité cash? La culpabilité, c'est l'arme préférée des familles toxiques. On t'apprend que dire non, c'est mal, qu'avoir tes propres choix, c'est de l'égoïsme, mais en vrai, dire non, c'est dire oui à toi-même. Et ça, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Maintenant, soyons nuancés, je vais pas te dire coupe les ponts directs, disparaît, basta. Parce que parfois, malgré tout, tu tiens à ta famille, tu veux garder un lien. Alors la clé, c'est la distance émotionnelle. Par exemple, tu continues d'aller au repas, mais tu restes pas collé à la table des critiques. Tu t'investis plus avec ceux qui t'apportent de la bienveillance. Tu fais des visites plus courtes. Tu choisis tes batailles. Ça, c'est une manière de garder le lien sans te détruire. Une autre piste, c'est de choisir ta famille choisie. Tes potes, tes frères, tes sœurs de cœur. Parce que oui, la famille de sang, c'est pas toujours celle qui te soutient le mieux. Et tu as le droit de construire ton cercle ailleurs. Qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir un repas de famille où tu ressors en miettes ou réduire un petit peu les contacts et préserver ta santé mentale? Je vais être encore plus cash. Personne n'a le droit de te voler ta paix intérieure. Personne. Pas même ta mère, pas même ton père. Parce qu'au final, c'est toi qui vis avec tes choix, pas eux. C'est toi qui dors avec tes décisions, pas eux. Alors si tu continues à tout encaisser pour faire plaisir, tu vas t'éteindre petit à petit. Et la vie, elle est trop courte pour ça. Voilà ma conclusion de grande sœur. Tu n'as pas à choisir entre être ingrat et être un esclave. Tu peux être respectueux et poser des limites. Tu peux aimer ta famille et dire stop à leurs remarques. Et si vraiment ils refusent d'entendre, ben c'est leur problème, pas le tien. Parce qu'au fond, être adulte, c'est ça. Apprendre à te respecter toi, même si ça déplaît à ceux qui veulent te garder dans une case. Et retiens cette phrase: tu n'es pas ingrat quand tu dis non, t'es juste un adulte quand tu dis oui. On passe au bordel 4. Je suis au lycée, j'ai l'impression que je dois toujours jouer un rôle pour être acceptée. Si je suis moi-même, on se moque. Si je m'adapte, je me perds. J'ai peur de rester seule, mais j'ai aussi peur de plus savoir qui je suis. Comment je fais? Ok. Déjà, respect d'avoir posé cette question. Parce que franchement, au collège, au lycée, c'est une des plus grosses galères, trouver ta place. Et t'as mis le doigt pile dessus. Soit tu joues un rôle, soit tu restes toi, et dans les deux cas, t'as l'impression de perdre. Bon, déjà, sache un truc, tu n'es pas le seul ou la seule à ressentir ça. Même ceux qui ont l'air sûrs d'eux, même les populaires, ils ont tous des moments où ils se demandent: est-ce que je suis vraiment moi ou est-ce que je fais semblant pour être validé? Tu sais pourquoi c'est si dur au collège ou au lycée? C'est parce que c'est une période où tout le monde cherche à appartenir à un groupe. On veut pas être celui ou celle qui reste seul à la récré. On veut pas être la cible des moqueries. Alors on copie un peu les codes, la façon de s'habiller, de parler, d'écouter telle musique, de faire tel TikTok. Et toi là, t'es coincé. Parce que quand tu copies,
tu ne te reconnais plus, mais quand tu restes toi-même, tu prends des coups. Alors, la solution, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. La première piste que je te donne, c'est d'accepter que tout le monde ne t'aimera pas. Et c'est normal. C'est pas un bug, c'est la vie. Même Beyoncé a des haters. Même dans une classe de 30, il n'y a pas 30 amis à se faire. Faut arrêter de croire qu'être aimé de tous, c'est possible. La deuxième piste, c'est de chercher des bonnes personnes. Tu vois, dans une classe, il y a toujours des groupes. Il y a ceux qui font du bruit, il y a ceux qui sont plus discrets, il y a ceux qui sont dans leur coin. Peut-être que ton groupe à toi, il n'est pas celui qui fait le plus de bruit. Mais c'est pas grave. Vaut mieux être avec 2 vrais potes qui t'acceptent comme tu es que 10 faux potes qui t'aiment que quand tu joues un rôle. Ma troisième piste, c'est de prendre conscience que ce que tu vis, ce sera temporaire. Et je sais, là tu lèves les yeux au ciel en mode merci pour l'info, mais moi je souffre maintenant. Oui, je sais, mais je t'assure que dans 5 ans, tu regarderas en arrière et tu verras que tout ce qui t'impressionne aujourd'hui, ben ça aura 0 poids dans ta vie. C'est dur à croire maintenant, mais c'est vrai. Je vais être cash. Si tu passes ton lycée à être un personnage, tu vas sortir de là complètement perdu. Parce que t'auras tellement joué que tu sauras même plus quitter. Alors crois-moi, c'est pas une vie. Alors vaut mieux prendre des petits coups maintenant, mais rester toi, que d'arriver adulte avec une identité empruntée. Je te donne un exemple concret. J'ai un pote qui, au lycée, faisait le clown tout le temps. Tout le monde l'adorait, il faisait rire toute la classe. Mais en vrai, il souffrait parce que il avait jamais le droit d'être sérieux. Aujourd'hui encore, il galère à être pris au sérieux par les gens. Est-ce que toi tu veux ça? Non. Alors ouais, c'est courageux d'être soi au lycée. Ça demande des épaules. Mais c'est aussi ça qui construit ton vrai cercle. Les bonnes personnes, elles viendront vers toi quand elles verront que tu joues pas un rôle. Et celles qui se moquent, dans 10 ans, tu t'en rappelleras même pas. Maintenant, je vais te dire un truc qui pique, mais qui est vrai. Parfois, on a plus peur d'être seul qu'on a envie d'être respecté. Et c'est ça qui fait qu'on se travestit. Pose-toi la question, est-ce que tu préfères être entouré mais jamais toi-même, ou être plus sélectif mais en paix avec toi? Et dernière chose, rappelle-toi que tu es en construction. Tu as le droit de tester, de changer, de pas encore savoir qui tu es. Est-ce que tu crois que les adultes savent? Eh ben je te spoil, non, ils savent pas. La différence, c'est qu'avec le temps, on apprend à assumer nos contradictions. Donc ma réponse, c'est arrête de chercher à plaire à tout prix, trouve ton cercle, même réduit, reste toi, même si ça plaît pas à tout le monde. Parce qu'au fond, ceux qui se moquent de toi, en vrai, ils se moquent souvent parce qu'ils sont pas capables d'être eux-mêmes. Et retiens cette phrase, au lycée, tu cherches à appartenir, mais dans la vie, ce qui compte, c'est d'appartenir à toi-même. Je te souhaite un bon courage, ça va passer, et crois-moi, le jour où tu lâches le masque, c'est le jour où tu commences à respirer pour de vrai. Bon, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Franchement, j'espère que ce que j'ai dit t'aura fait réfléchir ou au moins que ça t'aura donné un petit déclic. Mais attends, c'est pas juste moi qui parle ici. Toi aussi t'as ton mot à dire. Donc si t'as des avis, si t'es d'accord ou pas d'accord avec mes réponses, viens me le dire. Je veux savoir ce que t'en penses, je veux qu'on échange. Et si t'as un problème, un vrai casse-tête de vie que tu veux que je traite dans le podcast, envoie-le-moi sur Insta, sur TikTok, par mail ou même dans le Google Form. Ça peut être totalement anonyme si tu veux, personne va savoir que c'est toi. Parce que rappelle-toi, ton bordel, c'est ma réponse. Et si t'oses pas en parler dans la vraie vie, ici, c'est ton espace safe. Donc merci à vous, mes bordéliens, mes bordéliennes, d'avoir été là encore une fois. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode.